Merci de rester fidèle à BF1. Merci de suivre votre magazine biographique Leçons de vie. Leçons de vie est consacré à des personnalités qui excellent dans un domaine, voire dans plusieurs. Ils nous ouvrent leurs portes et surtout leur cœur. Nous tutoyons relativement leur intimité et nous découvrons en même temps que vous leur parcours. L'invité que nous recevons aujourd'hui dans le cadre de cette émission est une personnalité connue dans le milieu du sport. On l'appelle le président des présidents. C'est un passionné. Zoom. Georges Raymond Marchal est né le 27 novembre 1945 à Koudougou, au Burkina Faso. Après des études à Ouagadougou, à Lyon en France et à Conakry en Guinée, il exerce la profession d'aide-ingénieur en mécanique auto-technico-commerciale. Son premier poste, il l'obtient en Guinée, où de 1969 à 1971, il est chef des services techniques de Somova, une société de montage des véhicules automobiles. Au Burkina Faso, de 1976 à 1978, il est le premier responsable du service technique de l'entreprise Umaro Kanazoe. De 1978 à 1991, Georges Marchal a en charge les départements automobiles et industriels de Peyrissac. De 1991 à 2000, il occupe le poste de directeur du groupe Fadoul Diakfa Matériaux, IGF Auto. Notre invité dans Leçons de vie est depuis 1955 membre fondateur de l'Étoile filante de Ouagadougou. Il a pratiqué la boxe et a joué en deuxième division de football de 1963 à 1966 au sein de l'Olympique de Lyon en France. Pendant 3 ans, il était sociétaire du Kaloum Star de Guinée. À l'EFO, en tant que président du comité directeur de ce club omnisport, il est champion sur plusieurs années d'affilée en football, boxe, basket, volley, hand et athlétisme. Des victoires qui vont lui valoir le qualificatif de président des présidents. En 1992, il crée l'Amical Boxing Club. La même année, après avoir quitté la direction de l'EFO, il est président de l'ESO, un club de D2 qui deviendra champion et quart de finaliste de la Coupe du Faso. De 1995 à 1998, M. Marchal est secrétaire aux relations extérieures de la Fédération burkinabé de football, présidée par Bourema Badimi. Avant d'être désigné de 2009 à 2010, président de l'Union nationale des supporters des étalons. Georges Raymond Marchal est marié, il a 5 enfants et est responsable de 11 gosses. Parlant avec aisance le français, le moré, le dioula et le soussou, notre invité est un bon danseur, il aime le jazz et les beaux costumes. Richard Tiennet, Georges Marchal est à vous. Merci, M. Marchal, d'avoir accepté de participer à cette émission. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes toujours fringant, élégamment habillé. L'élégance pour vous, ça compte beaucoup dans la vie. Vous savez, c'est une histoire d'éducation. C'est une histoire d'éducation. Depuis le bas âge, on vous oblige à porter une cravate pour aller à l'église, etc., jusqu'à ce jour. Et ça vous est resté? Voilà, ça m'est resté. C'est une histoire d'éducation. L'éducation ne vous quitte jamais. Vous êtes burkinabé. C'est plus simple de reconnaître un Ouédraogo, un Kaboré. Mais Marchal, chez les burkinabés, vous allez en Europe ou partout au monde, vous dites que vous êtes Marchal et vous êtes burkinabé, les gens vont quand même s'étonner. Oui, je vous comprends. Si vous dites que vous êtes un Touré au Burkina Faso, on le comprendra plus facilement qu'un Marchal. Ou quand on vous dit, quand on vous appelle Diallo, Traoré, c'est plus facile. Parce que Marchal est un nom à résonance européenne. C'est vrai, je suis métissé. C'est pas de ma faute si je suis métissé. Donc, mes origines ne sont pas burkinabés, c'est une réalité, mais je suis burkinabé de nationalité. On l'a suivi tout à l'heure dans le Zoom. Vous êtes né à Koudougou. Je suis né à Koudougou en 1945.
Et on a relativisé aussi le Zoom. Dans le Zoom, il est dit que vous êtes père de 5 enfants et responsable de 11 autres, de 11 enfants en tout. Oui, Voilà. effectivement. Et quelle est la nuance? Bon, je suis père de 5 enfants, c'est-à-dire ma femme et moi avons 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. Comme c'est une leçon de vie, il faut tout expliquer. Entre mon avant-dernière fille, Marshall Marie-Antoinette, et ma dernière fille, Evelyne Alexandra Marshall, il y a 17 ans. Donc, je suis père de ces 5 enfants. Mais je suis responsable de 11 enfants qui m'appellent papa parce que ma défunte sœur, Claudette Marshall, qui était la sage-femme principale de l'hôpital, la maternité de l'hôpital Yalagadou, est morte en 78, 6 mois après son mari, et j'ai hérité de ces 5 gosses. Donc, vous avez 11 enfants en tout. Au départ, vous habitez dans une grande maison à Zorona avec l'ensemble de ces enfants. Mais je précise pour nos téléspectateurs que nous sommes ici à Pissi. Vous êtes venu dans une résidence relativement moins grande et c'est voulu du fait du départ de la majorité de vos enfants. C'est exact, parce que la maison de Zorona, je l'ai conçue parce que c'était vraiment une grande famille. 11 enfants. 6 de ma sœur Claudette et 5 de Georges. Bon, quand j'étais à Pissy, j'avais déjà ces 5 enfants. Donc, 11 enfants, il fallait une grande maison. Et celle de Zorona, à la zone du bois, était vraiment... elle était devenue trop grande pour moi parce que, vous savez, la famille, c'est comme ça. Les enfants, ils viennent, ils vous gênent, hein, ils grandissent et ils deviennent un tout petit peu indépendants. Après, ils deviennent complètement, entièrement indépendants. Donc, je me suis retrouvé dans cette maison à Zorona avec ma femme et ma dernière fille. Je vous ai expliqué qu'il y a 17 ans entre la dernière et l'avant-dernière. Et la maison était trop grande. Et comme j'avais conçu cette maison, parce que cette maison-là, je l'ai habitée en 1976, quand elle était non lotie. Elle était non lotie et j'ai quand même habité une zone non lotie de 1976 à 1978. J'ai habité Pissy, non loti. Et puis après, bon, avec l'évolution, j'ai fini ma maison de Zorona que j'ai habité en 80. Et je l'ai quitté en 99 pour revenir ici parce qu'en 99, je n'avais plus d'enfants à la maison. Passionné de musique, notamment de la salsa, on a appris que vous êtes un bon danseur. Oui, effectivement, j'ai beaucoup dansé et avec ma femme, il fut un temps où tous les samedis, nous étions en boîte. Tous les samedis que Dieu faisait, avec ma femme, on allait en boîte. Et puis, avec le temps, elle a commencé à s'effriter, à se fatiguer. Elle m'a dit, va seul. Je partais seul. Et puis après, j'ai constaté que mes enfants grandissaient. Et puis, bon, c'est pas mes enfants, parce que quand je vais en boîte et quand je rencontre mes enfants, surtout mes filles, elles laissent leur cavalier, elles viennent danser avec moi. Toutes mes filles, hein, toutes les filles. Toutes les filles. Que ce soit Lily, que ce soit Laurence, que ce soit... Toutes les filles, quand elles viennent en boîte avec leur mari ou leur fiancé, quand j'y suis, c'est avec moi, elles dansent. Et il y a même quelquefois des histoires entre leur mère et puis elles, parce que chacune veut danser avec moi. On dirait que Marshall est un bon viveur. Vous savez, la vie, il faut en profiter. La vie, elle est éphémère. Et il faut savoir en profiter, bien profiter. Il est difficile d'être parfait. C'est d'ailleurs pour ça que les Burkinabés, le mot aussi dit, en bon moré, on dit Neriawe Katun Piye, c'est-à-dire nul n'est parfait. Mais on essaie d'être bien avec tout le monde, d'être bien afin que autour de toi, qu'il y ait plus de bonnes paroles que de mauvaises paroles. Monsieur Marshall, votre profession, je vais me fier à ma fiche. Vous êtes ingénieur en mécanique auto, technico-commercial. Ouais. Est-ce que vous pouvez décrypter cette fonction pour le citoyen lambda qui nous suit? Je suis aide-ingénieur en mécanique auto. Et
j'ai été technico-commercial dans toutes les entreprises où j'ai passé. Technico-commercial, ça veut dire dans le sens pratique du matériel que vous vendez. Vous devez être capable de le dépanner, de dépanner ce matériel. Et vous devez être capable de donner les mérites aussi de votre matériel. Expliquer à votre client comment fonctionne ce matériel et afin de l'amener à acheter ce matériel-là. Une sorte de marketing technique. Voilà, technique. C'est pourquoi technico-commercial. Quand vous êtes technique seulement, vous ne vendez pas. Vous réparez. Hein, vous assurez l'après-vente. Mais technico-commercial, vous vendez. C'est-à-dire il faut connaître votre machine et savoir l'apprécier et lui donner de la valeur à celui à qui vous le présentez. Mais votre nom est plus connu dans le milieu du sport, associé à toutes les disciplines pratiquement. Vous êtes membre fondateur de l'étoile filante de Ouagadougou-Lefo. Vous avez été président de l'Union nationale des supporters des étalons et vous avez fait vos preuves en boxe. D'où vous est née toute cette passion pour l'univers sportif. Vous savez, c'est depuis l'enfance. Le sport, c'est un peu comme la politique, je dirais, je comparerais ça même à la religion, c'est dans le sang. Quand vous aimez ça, il est difficile de vous en passer. On peut vous traiter de tous les maux, vous fâcher, vous tourner le dos, mais vous revenez toujours parce que c'est inné en vous, le sport. Et moi, c'est depuis l'enfance. Mais vous avez eu un souci avec la natation, ce qui fait que vous n'aimez pas la natation, ça, en 53, au barrage numéro 2, avec mes grands frères, j'y suis allé un jour, eux, ils nageaient, et j'ai pensé que la natation était une chose normale, tellement je les voyais faire. Et donc, je me suis déshabillé, je me suis jeté à l'eau parce que je pensais que, bon, j'ai voulu faire comme eux et j'ai failli me noyer. Heureusement que, vous savez, quand vous devez vous noyer, quand c'est dans une profondeur, quand vous touchez le sol et quand vous appuyez sur, vous vous rejetez là, on voit vos mains et c'est ce qui m'a sauvé. On a vu mes mains et puis bon, on a plongé, on m'a sorti de l'eau. Et depuis ce jour, j'ai fait des années en France à l'école technique Berlier et on avait piscine tous les jeudis, mais jamais je ne suis rentré dans l'eau qui dépassait mes genoux. Jusqu'à ce jour. Nous allons suivre un extrait. Monsieur Touré, que vous connaissez bien, il a travaillé à vos côtés en tant qu'entraîneur. Nous allons suivre un extrait, ce qu'il dit exactement de vous pour ce qui concerne votre domaine. Un de vos domaines de compétences, c'est le sport. Nous le suivons et nous revenons dans quelques instants pour échanger avec l'invité de Leçon de vie. Ce que j'ai apprécié en lui, c'est qu'il rentre dans le moule de la définition des dirigeants modernes que nous percevons. C'est un homme qui aime ce qu'il fait. Il est très passionné pour ce qu'il fait. Il aime le club. Et c'est un homme d'engagement et de dévouement. Et partout où les intérêts de l'étoile étaient mis en jeu, que ce soit pour le football, pour lequel il agissait beaucoup plus, que ce soit pour les autres disciplines, et on le trouvait toujours là, avec son entre-gens, avec son charisme. Nous venons là de suivre un extrait de M. Salifou Touré, un proche à vous, un ami, qui a été également entraîneur de volleyball, pour ce qui est de l'EFO, parce que l'EFO, ce n'était pas seulement le football, c'était sous votre présidence également la boxe, c'était le volleyball, un peu de hand aussi. L'EFO a été, après des années, un club omnisport. Et quand je suis arrivé à l'EFO en 81, toutes les disciplines avaient presque disparu. Toutes les disciplines. La seule discipline qui existait, mais qui était en berne, c'était le basketball.
Sans ça, toutes les autres disciplines avaient presque disparu. Et je me suis attelé à faire en sorte que toutes ces disciplines redorent leur blason et deviennent des équipes championnes. C'est ainsi qu'en volleyball, par exemple, avec Salif Touré, je profite de l'occasion pour lui dire, Salif, tu as été un très très grand entraîneur et j'ai été fier de toi. Hein? En femme ou en fille, comme en garçon, on était champion. On a été champion pendant des années. Pendant des années, nous avons été champions. En basketball, féminin, masculin, dans toutes les catégories, senior, junior, cadet, on était champion. En handball, féminin, on a plusieurs fois été champion. Des années d'affilée. Des années d'affilée. Et en football, et dans toutes les catégories, on était champion. Donc, c'est de très très bons souvenirs, ça. Comment êtes-vous venu à l'EFO, à l'étoile filante de Ouagadougou? Voilà. L'étoile filante a été constituée ou a vu le jour en 1955. J'étais très jeune, j'avais 10 ans. Mais moi, j'étais très fort de nature. J'étais jeune, mais à l'époque, vous savez, c'était la jungle. Hein. Les jeunes de mon âge ne pouvaient pas se battre avec moi. Donc, j'étais toujours avec mes grands frères. L'étoile a commencé à Koulouba. L'étoile filante a commencé à Koulouba. Avec les Yaya Bakayoko, les Wandago Célestin, les Issaka Nia, les Bernard Ouedrago, etc., etc. Ça, c'était nos grands frères qui, dans le quartier, avec des ballons Michelin ou des ballons mousse, on jouait, surtout pendant les vacances, durant toute la journée. C'est ainsi que Oumar Kwanda est venu, parce qu'il avait une famille amie, la famille Dera, à Koulouba, qui était d'ailleurs voisine à la nôtre. Il venait là, et quand il est venu nous voir, bon, cet esprit est né en lui, et il a voulu créer ce club qui a été baptisé après Étoile filante de Ouagadougou. Voilà. Alors, vous avez fait électrifier le terrain du Zenda, Ouais. à l'époque, pour permettre à l'EFO de s'entraîner de nuit. Mais vous y avez mis quand même assez de moyens, Monsieur Marshall. Vous savez, quand on est président d'un club, on ne parle plus de moyens. On ne parle plus de moyens. Effectivement, à l'étoile filante, 85, 86, on était bien lancé. On était très bien lancé, mais on avait un handicap. On avait beaucoup d'élèves et quelques travailleurs. En novembre, octobre-novembre, nous avons constaté que l'entraînement commençant à 18 h, on ne pouvait rien faire. Les joueurs, quand ils venaient, il faisait nuit, ils ne pouvaient faire qu'un petit tour de terrain et puis ils partaient. C'est ainsi qu'un jour, j'ai convoqué une assemblée générale sur le champ au lycée Zenda. J'ai dit, la semaine prochaine, nous allons commencer l'électrification du lycée Zenda. Les gens m'ont dit que les gens pensaient que j'étais fou. Et effectivement, j'ai commencé, j'ai été à la Sonabel. Baro Soma, qui était directeur général de la Sonabel à l'époque, m'a vendu les poteaux en rebut, les poteaux qui avaient eu des accidents, que j'ai rachetés, que j'ai amenés chez Amidou Bansé, que j'ai coupé moi-même, puisque je suis du métier, j'ai coupé, parce que l'ingénieur, M. Alexis Bougumpiga, que je remercie, qui m'a vraiment donné un coup de main, disons, c'est vraiment le seul qui m'a donné un coup de main, parce que la main-d'œuvre, l'installation électrique, je n'ai pas payé. Il m'a fait un devis, je n'ai pas payé. J'ai dit, parce que lui, il était président de la section volleyball. Parce que vous savez, à l'étoile filante, j'ai été le premier président à nommer des présidents dans toutes les sections, dans toutes les disciplines qui existaient à l'EFO. Donc Alexis Bougumpiga était le président du handball. Il était président de son entreprise Sahel, je ne sais pas si vous avez connu. Et l'électrification, c'est-à-dire la main-d'œuvre
et le câblage, c'est Alexis Bungipiga qui l'a fourni. Et tout le reste, je l'ai fourni. Il y a 5 lampes que 5 supporters, que je peux citer, ont achetées. Il fallait 20 lampes. Les 15 autres lampes, je les ai achetées à Périssac. Et c'est ainsi que nous avons pu électrifier le Zenda le même mois. Et ça nous a permis de commencer les entraînements à 18h30 même, jusqu'à 21h, et continuer nos bons résultats en football. Vous étiez un des rares clubs à payer ses joueurs, à leur donner donc, un salaire mensuel. Vous étiez l'un des rares clubs à avoir un siège. Vous étiez en avance sur votre temps, comme certains de vos camarades l'estiment. Vous savez, quand on est responsable, il faut avoir de l'initiative. Quand je suis arrivé à l'Étoile Filante, après les matchs, même donner à boire aux joueurs, leur payer des Fanta, c'était difficile. Le premier jour où j'ai dit au trésorier, combien on a eu? Allez, 3 caisses de Fanta, 1 caisse de bière. Il faudrait que tout le monde boive parce qu'on a bien joué. Les gens m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Dieu pourvoira. Parce que il n'y avait presque pas de recette au départ. Il n'y avait pas de recette. Quand on avait 100 000 francs, 150 000 francs, 200 000 francs, c'était beaucoup au départ, au départ de ma présidence. Bon, remarquez, c'est un peu le montant que les clubs gagnent encore aujourd'hui. Mais après, on était... quand l'Étoile... Il y a des clubs de Bobo qui souhaitaient même venir jouer à Ouagadougou, sachant qu'ils vont se faire battre, mais retourner avec une bonne caisse, une caisse bien remplie. L'ambiance d'après-match, surtout après une victoire, était euphorique. À l'époque, des artistes proposaient même des chansons pour l'Étoile Filante de Ouagadougou. Ça, c'est quand j'ai eu le siège. Quand j'ai eu le siège, en 84-85, de 81 à 84, l'Étoile Filante s'habillait au lycée Zenda, s'habillait quelquefois chez Oumar Kwanda. Au départ, c'était chez Oumar Kwanda. Moi-même, je me suis habillé chez Oumar Kwanda quand j'étais joueur. Au départ, c'était vraiment chez Oumar Kwanda. Et puis après, c'est au lycée Zenda. Et puis après, chez Paul, chez Pierre. Et après, on a pris le domicile de M. Lonsonu Zoromé pendant longtemps, pendant 1 année. Et j'ai vu que, bon, c'était pas toujours gai. Bon, Lonsonu, il n'y avait pas de problème, mais sa femme, les enfants, on gênait. Et un jour, en réunion de bureau, je dis, il nous faut un siège. Il nous faut un siège. Je demande à tous les membres du bureau de trouver un siège ou à Koulba, ou à Paspanga, ou à Dapoya. Parce que vous savez, l'Étoile a été... a pour base Koulba, Paspanga, Dapoya. Et c'est ainsi que nous avons eu le Jeunesse Bar qui est à Dapoya et qui convenait vraiment à notre club. J'ai visité, j'ai vu M. Paul Compaoré, que je connais bien, c'est l'une des personnes qui m'a même appris à conduire. Et il m'a dit, Georges, je veux bien te donner le siège, mais je n'ai pas la clé. Il y a M. Anayangui Léopold qui gérait ça, il doit 7 millions à l'État et ça a été fermé. Je dis, mais ça dépend de qui? 7 millions du fait des impôts? Des impôts, oui. 7 millions. Je dis, mais ça dépend de qui? Il m'a dit, ah, mais c'est l'État. J'étais avec Pascal Vidnik, Pascal Sankara, et je leur ai dit, est-ce que vous ne pouvez pas me trouver un entretien avec le président Thomas Sankara pour qu'on puisse avoir ça là comme siège. Vous vous rendez compte, si on a ça comme siège là, c'est fini, on est bien. Parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun club au Burkina Faso, aucun club au Burkina Faso n'avait un siège. C'est ainsi que nous avons, Pascal Vidnik et Pascal Sankara, m'ont permis d'avoir l'entretien avec Thomas Sankara. C'était d'ailleurs mon premier entretien avec Thomas Sankara, qui me connaissait de nom et qui venait de temps en temps d'ailleurs au terrain d'entraînement de l'Étoile Filante avec ses gardes. Peut-être pour l'Étoile un peu,
mais surtout pour Vidni, qui était un proche à lui. Sankara était donc un supporter de l'Étoile? Ah oui, Thomas Sankara était un supporter, un grand supporter de l'Étoile filante. Donc il m'a dit, bon, si c'est ça, demain matin, chez lui, hein, il m'a dit, demain matin, tu vas voir Nongma Ernest Ouedraogo, le ministre de l'Intérieur. Il était à l'époque ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Donc j'ai été voir Nongma Ernest Ouedraogo qui m'a dit, bon, président Marshall, pour le siège là, tu as dérangé le PF. Je dis, mais c'est très important. Où est-ce qu'on peut trouver 7 millions? Et il m'a dit, tu vas voir le haut-commissaire, M. Lamsomde. J'ai été au commissariat, j'ai vu Lamsomde qui vit d'ailleurs toujours, et qui m'a dit, mais Marshall, tu es fort. Et lui m'a demandé de voir sa secrétaire générale, une femme mince, là, j'ai oublié son nom. Et elle m'a dit, bon, je téléphone au commissaire de police, parce que le commissariat était où il y a la gendarmerie de Bascu maintenant, juste derrière les pompiers, d'aller voir le commissaire. J'ai été voir le commissaire qui s'appelle Lucien, qui vit toujours d'ailleurs. Et je l'ai pris dans ma Mercedes. Il a pris toutes les clés du Jeunesse Bar. Il est venu, il a ouvert, il m'a dit, bon, on m'a dit de te donner. Tu es vraiment trop fort. C'est ainsi que j'ai acquis le siège de l'Étoile filante de Ouagadougou. Vous l'avez dit, tant que le faux gagne, c'est l'euphorie, c'est l'ambiance, c'est la joie. Mais quand les faux perdent, c'est difficile, surtout en famille. Nous allons suivre à ce sujet un témoignage d'un de vos enfants, votre fille, Laurence Marshall, que nous avons rencontrée. Elle a également un vœu pour vous qu'elle souhaite voir réaliser un jour. Nous suivons. C'est un père qui a assumé son rôle de père. Mais convenez avec moi qu'élever 11 gosses et puis diriger un grand club comme le faut, on ne peut pas avoir 10 sur 10 en tant que père. Mais si ça a le noté, moi je lui donnerais un bon 8 sur 10. Je me rappelle que quand nous, on a eu nos premières motos, quand les joueurs avaient déjà leur moto. Donc on priait toujours pour que le joueur puisse avoir sa moto, ensuite nous. Mais l'anecdote qu'on avait le plus, on raconte souvent entre nous, c'est que quand les faux jouaient, on écoutait la radio. Et quand le faux perdait, on faisait vite manger à la maison avant qu'il arrive. Parce que s'il arrivait avant qu'on mange, personne ne va manger. On a tous fait du sport. C'est pas parce que papa voulait qu'on fasse du sport. On a fait du sport parce qu'on aimait le sport comme lui. Papa, en tant que fille, je dirais, tu as vécu ta passion, le foot, ta passion, le sport, la boxe. Il y a des moments où il faut savoir que la passion devrait diminuer et que la raison prenne le dessus. Et pour moi, je voudrais que tu aies la raison de décrocher, de te reposer comme un bon guerrier qui a fait ce que tu devais faire. Nous, tes enfants, on n'a peut-être pas poussé notre sport jusqu'au bout. Peut-être tes espoirs, tu aurais voulu qu'un de nous soit champion ou international de foot ou international de handball, tu ne l'as pas eu. J'ose espérer qu'un de tes petits-enfants le sera et que tu seras là dans les grands matchs en loge pour voir tes petits-fils parce qu'ils sont bien partis. Je t'embrasse et je t'aime très fort. Quel commentaire vous faites par rapport à ces propos de Laurence, votre fille? Elle dit qu'il fallait qu'un joueur de l'EFO ait sa moto avant qu'un membre de la famille ne rêve avoir une moto. Vous savez, pour un dirigeant, il faut toujours savoir faire la part des choses. On ne peut pas courir et se gratter le derrière. Il y a un peuple qui attend des résultats. Alors pour moi, rien ne passait avant les joueurs. Parce que les joueurs, c'est le peuple. Même pas la famille. Même pas la famille. Au point de faire pleurer, au point de faire pleurer quand même une fois Laurence. C'est une inconscience, mais je pense que ce n'est pas une inconscience totale. Vous savez, la famille, elle vous comprendra toujours. Une famille vous comprendra toujours. Mais les autres ne pourront jamais vous comprendre. Un responsable doit savoir cela. Par exemple, Laurence, si elle parle comme ça, elle a gardé un très mauvais souvenir de moi. Parce que quand elle a réussi à son BEPC, j'ai dit, je vais t'acheter une moto.
j'ai été chez le vendeur de moto, j'ai commandé une P50 rouge Bordeaux. Et on était en train de monter la P50 rouge Bordeaux. Or, 2 semaines avant, j'avais dit à Youssouf Traoré, Youssouf, si tu me fais un bon match, dans 2 semaines, je t'achète la moto. Donc, Youssouf Traoré, quand il passait, il a vu monter la moto avec ma fille à côté. Et quand il m'a vu, ça ne faisait pas 2 semaines, hein. Quand il a vu la moto, il m'a tout dit, « Ah, président, tu voulais me faire une surprise ce soir à l'entraînement ?» J'ai regardé ma fille, j'ai regardé Youssouf, j'ai dit, oui, c'est vrai, je voulais te faire une surprise parce que tu as très, très bien joué. Donc, on a monté la moto et on a fait le reçu de la moto au nom de Youssouf Traoré. Ma fille a pleuré, 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 pleuré jusqu'à la maison. Mais les 2 semaines qui ont suivi, j'ai pu lui trouver une moto. Et tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est un souvenir qui marque. Et tout est rentré dans l'ordre. Vous savez que mes enfants pouvaient, par exemple, être assis en train de regarder la télévision. Et comme au siège, on avait un magnétoscope pour visionner les matchs. Au siège de l'Étoile filante. Au siège de l'Étoile filante. Et quelquefois, la télé tombe en panne. Quand la télé tombe en panne, l'entraîneur est là, surtout Soumaïla Diallo, parce que Soumaïla Diallo, lui, il aimait ça. Ah, président, si on n'a pas la cassette, c'est difficile. Si on n'a pas la télé, c'est difficile. Je prends ma voiture, je vais à la maison, je vois mes enfants en train de regarder la télé. Je dis, bon, excusez-moi, excusez-moi. Je débranche, je prends la télé, je mets dans ma voiture et je vais au siège avec. Vous savez, pour un père de famille, pour faire ça, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Mais moi, je l'ai fait. Parlons à présent de corruption et de dopage dans le milieu du sport. Sous votre présidence, est-ce que ce phénomène existait? Est-ce que vous avez vous-même été directement touché par ces phénomènes? Jamais. Jamais. Vous n'avez jamais été tenté par la corruption de corrompre ou d'être corrompu? Jamais. Je n'ai jamais essayé. Personne au monde ne peut dire que j'ai essayé de soudoyer un président ou un joueur dans un autre club pour gagner un match. Et j'ai même un jour fait des histoires à mes joueurs, parce qu'il y a une histoire comme ça qui s'est passée. Le RCK, en Coupe du Faso, devait jouer contre l'Étoile filante. Et je crois qu'il y avait un aller-retour, quelque chose comme ça. Et je sais que si le RCK gagnait, le RCK pouvait aller en demi-finale. Et moi aussi, je pouvais continuer. Et l'ASFA devait être éliminé. Alors, le RCK est venu me voir, je dis jamais, je refuse. Ils ont passé par mes joueurs, demandé à Golbert, à Mbemba Touré, à Zico. J'ai refusé, j'ai dit non, on joue le match, hein, vous jouez le match comme si vous jouez contre l'Espérance de Tunis. Et on a gagné le RCK par 4-0, 4-1. Et les Dambélé, d'ailleurs, ce jour, demandaient au Golbert, mais qu'est-ce qui se passe? Notre président a dit qu'on s'est entendu, que vous allez vous laisser battre. Je dis, les joueurs disent, le président n'a pas accepté. C'est faux, notre président n'a pas accepté. Non, je n'ai jamais accepté la corruption, je n'ai jamais accepté l'affairage dans le sport. Et le dopage, vous avez été le dopage, moi-même, j'ai été dopé quand j'étais joueur. Une fois, j'ai été dopé. Ça, c'était à Conakry, dans le Kaloum. L'entraîneur est venu, il nous a donné des petits comprimés que nous avons pris. Avant le match? Avant le match. 1 heure avant le match. On a joué le match. Et on menait 3-1. L'arbitre a sifflé la fin. Et on a dominé l'adversaire. Quand l'arbitre a sifflé la fin du match, je faisais partie de ceux qui ont couru vers l'arbitre pour dire, mais pourquoi tu siffles? Le temps, c'est... Non, parce qu'on gagne, tu ne veux pas laisser jouer. Vous étiez toujours en forme. Ah oui. Comme si on n'avait même pas joué. Et le soir, pour dormir, ça a été un problème. Depuis ce jour, j'ai juré de ne jamais plus prendre un dopant pour une compétition quelconque. Alors, et ça, je ne savais pas, on nous a blagué, on nous a dit, prenez ça, ça va où? Et on l'a pris. C'est après que j'ai compris que c'était de la drogue. À votre époque, sous votre présidence toujours, j'insiste pour dire que c'était sous votre présidence à l'Étoile filante de Ouagadougou, vous étiez assez fair-play. Nous avons un cas assez illustratif. Un de vos adversaires en parle. Il s'agit de M. Demba Fofana que nous avons rencontré. Suivons son avis. En 1982, on devait jouer un match à Bobo contre les Faux. Un match en semi-nocturne. Semi-nocturne. Et avant le match, moi j'avais programmé d'inviter le Faux, toute l'équipe de Le Faux, les supporters, donc près de 120 personnes, que j'ai invité chez moi
en tant que président du RCB après le match. Donc, on devait danser, j'ai organisé une soirée dansante, on devait manger, passer toute la nuit ensemble. Et eux, avant le match, donc ils nous ont reçus à 13h et ils nous ont remis un jeu de maillot au Royal Hotel à 13h. Donc notre adversaire de 18h, semi-nocturne, nous remet un jeu de maillot là-bas, une petite cérémonie, et nous, moi je les invite chez moi à manger, à boire ensemble. On ne sait pas. Bon, Dieu merci, on a fait 1-1. Bon, ce qui n'était pas prévu, ça peut être 1-0 pour eux, 1-0 pour nous, mais on aurait maintenu la même chose. Alors, quel commentaire vous faites? Vous venez de suivre Demba Fofana. Quel commentaire vous faites par rapport au fair play à l'époque? Vous savez, le fair play fait partie du sport. Sans fair play, il n'y a pas de sport. Vous savez, moi, avant le match, nous sommes amis. Mais c'est pendant la compétition, je ne vous connais plus. Et dès que l'arbitre siffle la fin du match, on est encore amis. Ce qui est rare aujourd'hui. Hein? Ce qui est rare. Vous savez que l'Asfa Yenenga, avec Noufou et Diallo, moi je partais les voir quand je n'avais pas de chaussures de football parce qu'ils étaient sponsorisés par Fadoul. J'ai dit j'ai besoin de 5 chaussures. Diallo rentrait dans son magasin, il me donnait 5 chaussures. Mais ça ne m'empêchait pas de prendre des joueurs de l'ASFA. Par exemple, Albert Bambara, que eux, ils ont fait venir, que moi j'ai intercepté, que j'ai fait signer à défaut. Ils n'ont pas mal pris ça. Non, je ne pense pas qu'ils aient mal pris. Par exemple, ils ont pris Mbemba Touré, mon propre beau-frère, ils l'ont pris pour l'Asfa Yenenga. Et moi, pour me venger, parce que les supporters me regardaient, on prend un grand joueur de l'EFO. Et qu'est-ce que l'EFO fait? Moi, j'ai été prendre Nimansou Gabriel aussi. C'était de bonnes guerres. Ah oui, j'ai été prendre Nimansou Gabriel dans l'Asfa Yenenga. Et ça ne nous a pas empêché d'être champions cette année-là. L'Asfa nous a battus à l'aller, on a gagné au retour, mais on a été champions. Mais pourquoi, en temps, il vous est venu en tête, vous avez eu l'idée de changer le nom de l'Étoile filante de Ouagadougou? Vous savez, l'Étoile filante était devenue un vrai grand club. L'Étoile filante était devenue un grand club. Je vais profiter de l'occasion pour vous donner un petit secret. En 84-85, le même Thomas Sankara, avec Vidnik, m'a appelé et m'a dit « Georges, président Marshall, quitte l'Étoile filante, tu le laisses à Vidnik et tu prends la fédération burkinabé de football. 84-85, Vidnik vit. » Il m'a appelé, il me l'a dit, Vidnik est venu me le répéter. J'ai répondu au président, je ne suis pas encore mûr pour une fédération, pour diriger une fédération. Et le but que je recherche pour l'Étoile filante, je ne l'ai pas encore atteint. Je ne peux pas quitter l'Étoile filante pour l'instant. Il a insisté, je n'ai pas quitté l'Étoile filante. Et quand j'ai tenu le congrès de l'Étoile filante en 88, 87-88, l'Étoile filante était devenue un vrai grand club. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire sortir des joueurs de l'EFO en les plaçant dans des championnats hors du Burkina Faso? Oh, j'ai fait sortir au moins 10 joueurs de l'EFO. 10 joueurs de l'EFO. Les derniers de l'EFO que j'ai fait sortir, et même il y en a eu après, hein. Il y a Zico, Albert Bambara, Khan Mohamed et un quatrième là. Parce qu'à l'Espérance de Tunis, quand on a été joué, eux, ils voulaient prendre 6 joueurs du coup. J'ai refusé. J'ai dit non, on rentre tous à Ouagadougou. Et quand on est rentré, il y a 3 joueurs qui ont été retenus par les équipes tunisiennes. Il y a Groumbalia qui voulait de Kad Mohamed et de Albert Bambara, et l'Espérance voulait de Zico. Et ils sont partis à Tunis. Et j'ai envoyé plein de joueurs comme ça à l'extérieur. Mais je profite de votre micro pour dire aucun joueur, j'ai jamais pris 1 franc ou prendre 10 francs pour mettre dans la caisse de l'Étoile filante parce que j'ai envoyé un joueur jusqu'à ce jour. Et aucun joueur ne m'a donné 10 francs parce que je l'ai expatrié. À ce sujet, nous allons suivre un avis, un témoignage d'un des joueurs qui vous est cher, qui vous apprécie énormément
Il s'agit de Kassoum Ouedraogo, dit Zico. Suivons cet élément et nous revenons à vous. Il vous fait quand même... il vous reproche quelque chose. Suivons et nous revenons pour votre commentaire. Je crois que c'est l'un des présidents qui était à l'époque en avance que tous les présidents. Et ce qu'il faisait était extraordinaire à l'époque. Parce que c'est un football à 200% amateur, là où les gens venaient. Et d'abord, sa façon de faire avec les joueurs était déjà ce que moi je vois maintenant. Mais c'était quelqu'un à l'époque qui respectait ses engagements, ce qui te promet de le faire. Si je dis ça, pourquoi? Et parce que ma première moto, c'est lui qui me l'a acheté. Et là où il m'a dit, oh, toi Zico, tu ne peux même pas être meilleur buteur. En fait, il me gratte sans le savoir. Si tu es meilleur buteur, je t'achète une moto. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, quelle moto? Que la P50 qui vient de sortir là. Ah là, j'étais malade. Celui qui m'a permis d'aller là où il fallait aller pour se faire connaître, pour devenir plus fort et pour pouvoir faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Et encore une fois, Monsieur le Président, vous restez le meilleur président du monde pour moi. Sachez que vous êtes toujours dans mon cœur parce que vous m'avez obligé à me surpasser plusieurs fois pour arriver là où je suis aujourd'hui. Président, ce qui ne m'a pas plu, c'est quand j'ai appris qu'il y avait certains joueurs qui étaient salariés à l'EFO. Il y avait un nombre de joueurs, au moins 4 ou 5 ou 6, qui étaient salariés et que je ne l'étais pas. Pourtant, j'étais quand même le meilleur buteur du club. Je crois que mon rendement était quand même suffisant pour qu'on me paye aussi comme les autres. Mais, comme on dit toujours, moi, ça m'a révolté le plus. Je ne me suis jamais plaint. J'ai toujours redoublé d'efforts pour arriver là où je suis aujourd'hui. Mais c'est comme si c'était une récompense même. C'est vrai que je n'étais pas content, mais je reconnais que ça m'a motivé. Ça m'a donné une autre motivation supplémentaire pour que je puisse arriver. Et vous n'allez jamais m'oublier. Le joueur que vous n'avez pas donné de salaire, c'est lui qui vous a apporté de l'argent à l'EFO. Donc, c'est ça la vie aussi. Je suis sûr que vous êtes fiers de moi, comme de la manière je suis fier de vous. Et que Dieu vous garde longtemps auprès de nous. Merci, mon président. Monsieur Georges Marchal, vous venez de suivre Zico. Il vous reproche de l'avoir oublié par rapport au salaire. Pourtant, c'était lui quand même l'un de vos buteurs et vous payez d'autres joueurs. Vous savez, Zico, je le connais, c'est mon bon petit. Mais Zico, j'espère qu'il n'a pas oublié. Je ne lui donnais pas de salaire. Mais Zico ne peut pas dire qu'il est venu un jour me voir à mon bureau aux entraînements pour me dire qu'il a besoin de 10 000 francs, 15 000 francs que je n'ai pas donné. Parce que le salaire que je donnais aux joueurs, c'est des joueurs expatriés. C'est comme ça que j'ai commencé, qui étaient des joueurs plus forts que les joueurs burkinabés. Parce que Bemba Touré, par exemple, j'ai commencé avec 150 000 francs avec lui. Et ce n'était pas en cachette, hein. Je regroupe mon bureau, je regroupe tout le monde. Je dis, ce joueur, je vais lui donner 150 000 francs parce qu'il ne travaille pas, il n'a pas son père, il n'a pas sa mère ici et il lui faut une indépendance. Qui dit le contraire? Ah non, 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 président, il faut lui donner, il est bon. Je donne. Et c'est ce que je faisais à tous les joueurs étrangers qui venaient. Et tous les joueurs étrangers qui jouaient à l'étoile filante étaient un tout petit peu, en tout cas un tout petit peu au-dessus des joueurs burkinabés. Et il n'y avait pas de problème. Bon, les joueurs burkinabés tels que Golbert, par exemple, je n'ai jamais donné de salaire à Golbert, mais Golbert a eu au moins 4 moteurs, 4 mobilettes. À lui seul? À lui seul, 4 mobilettes. Quand sa mobilette tombe en panne ou quand ça ne marche plus, j'achète une autre mobilette pour lui. Et Zico, pour qu'il joue neuf aujourd'hui, là, qu'il joue neuf et puis que tout le monde parle de lui, ça a été la croix et la bannière. Ça a été dur parce qu'on avait un 10 qui s'appelait Ilboudo Alexis. Il est mort, que son âme repose en paix. Qui jouait bien le rôle de 10. Et Zico, à l'image de son homonyme, Zico voulait jouer 10. Or, il n'était pas aussi bon que Alexis Ilboudo au 10. Et j'ai dit à l'entraîneur, non, Zico, fais-le jouer 9. Et c'est même l'entraîneur qui m'a dit, non, Zico peut jouer 9, il est bon. Je dis, mais fais-le jouer 9 et tu fais jouer Alexis 10. Et Zico ne voulait pas. Et il y a eu ce tiraillement. Et l'entraîneur a dit, ah, Zico ne peut pas. J'ai pris la licence de Zico comme ça, devant Zico. J'ai dit, Zico, tu acceptes de jouer 9
ou je déchire ta licence. Tu vas chercher un autre club. Il a boudé, il a accepté de jouer 9. Et le premier jour où il a joué 9, je crois qu'il a marqué 3 ou 4 buts. À la fin du match, on jetait des pièces, des billets. Et bon, il était tout heureux et tout le monde était heureux. Donc Zico, je n'ai jamais rien refusé à Zico. Vous lui avez d'ailleurs acheté sa première mobilette. Parce que je lui ai dit, quand tu seras meilleur buteur, je t'achète une P50 aussi. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Ouais, alors, et il m'a même demandé la couleur d'une P50 blanche. Et je lui ai acheté une P50 blanche quand il a été meilleur buteur. Bien sûr. Voilà. Alors, quel est votre plus grand regret aujourd'hui dans le domaine sportif? Mon plus grand regret, c'est de n'avoir jamais été compris par les gens et de n'avoir pas terminé ce que je voulais faire de l'étoile filante. Parce que quand j'ai tenu le congrès, à cause de la grandeur de l'étoile filante, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai voulu changer le nom de l'étoile filante. J'ai voulu l'appeler au congrès, c'était pour changer le nom de l'étoile filante. Un congrès qui a réussi à 100%. C'était pour appeler l'étoile filante nationale au lieu de étoile filante de Ouagadougou. Mais Oumar Kwanda est venu chez moi, il a pleuré, il m'a dit « Marshal, je t'en prie, je t'en supplie, ne change pas le nom de l'étoile filante ». Et bon, on n'a pas changé le nom de l'étoile filante. Quelle est votre plus grande victoire? Ma plus grande victoire, ça n'a pas été une victoire, mais ça a été un grand match. C'est contre l'Espérance de Tunis, à Tunis. Les joueurs, je les ai motivés et on a joué contre l'Espérance de Tunis. Et l'arbitre était obligé, je dis bien obligé, de sortir notre ailier droit, Youssouf Traoré, parce que ses centres étaient merveilleux et on ne pouvait pas ne pas marquer un deuxième but pour faire égalité. Il a reçu un carton rouge. Un carton rouge pour rien, sans faute. Et ce jour, je crois qu'on l'a même sorti avec un berger allemand. Il ne voulait pas sortir. Un berger allemand, un chien? Un chien allemand, un chien. Un berger allemand pour le sortir du terrain. Parce qu'il ne voulait pas sortir, il ne voyait pas la faute qu'il avait commise. Et après ce match, et jusqu'aujourd'hui, les Tunisiens parlent de Georges Marshall. Jusqu'aujourd'hui à Tunis, il y a des responsables sportifs qui m'appellent encore Bernard Tapie, parce que ce jour, les joueurs m'ont appelé Bernard Tapie. Et quelle est la plus douloureuse des défaites que vous avez vécues? Je n'ai pas fait beaucoup de défaites, mais la défaite que je ne vais pas oublier, c'est un 31 décembre. Un 31 décembre contre le RCK. Vous avez perdu beaucoup? On était en supériorité, c'est-à-dire on était supérieur au RCK. On menait le RCK 2-0. Et on avait prévu faire une grande fête après le match. Bon, on a sous-estimé le RCK. En deuxième mi-temps, le RCK nous a enlevé les 2 buts et ils ont mis un 3e but. Et ils nous ont battus. Ah, c'était la consternation ce jour. C'était la consternation à l'époque. C'était une fin d'année en larmes. Ah oui, tout le monde. Mais vous savez, on gagnait toujours. Donc les gens n'étaient pas contents. Les gens n'étaient pas contents, mais ils n'étaient pas fous furieux, quoi. Dans cette émission Leçon de vie, nous avons une série de questions classiques que nous posons à tous les invités pratiquement. Cette fois-ci, ce n'est pas dans le milieu du sport. Nous voudrons savoir quel est l'événement qui vous a le plus marqué négativement à ce jour dans votre vie? Sans hésiter, je vous dirais que c'est la mort de ma grande sœur, Claudette Marshall. Claudette Marshall. Claudette Marshall, la sage-femme principale de l'hôpital Yalegodo à son époque, en 1978. Elle était en grossesse et j'ai passé à 16 h avec ma femme la voir et elle m'a dit « Georges, je vais accoucher aujourd'hui. Je sens que le travail a commencé. » Je dis ben, « c'est bien, si tu accouches aujourd'hui, c'est bien. Mais je souhaiterais que tu aies un garçon. » Parce qu'il n'y avait pas d'échographie en 1978. En tout cas, nous, on ne connaissait pas l'échographie. Et elle est sage-femme, elle ne connaissait pas l'échographie. Elle m'a dit, non, tu sais, un garçon, une fille, c'est bien. Je dis, non, tu as 5 filles, un garçon.
Moi, je veux que tu aies au moins 2 garçons et puis 5 filles, là. Elle me dit, non, 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 moi, ça m'est égal, que ce soit un garçon. Je dis, moi, si tu accouches et que c'est un garçon, je pète le champagne ce soir. Elle me dit, au lieu de péter le champagne, amène-moi un sac de riz. Parce que mon riz est fini. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Et puis, tu m'avais même promis un congélateur, le congélateur n'est pas venu. Je suis parti à Périssac, j'ai pris un congélateur. Avec argent ou sans argent, je signe, je prends le congélateur. J'ai pris le sac. Nous sommes revenus à 18h à la maison. On a déposé le sac de riz, le congélateur. Et elle m'a dit, elle me dit, bon, je pense que ce soir, en tout cas, je vais accoucher. Je dis, bon, je rentre à la maison et puis je viens. J'habitais les villas de la Caisse parce que je travaillais chez Canazoé. Les villas de la Caisse, en face de la cité des fonctionnaires, l'ex-cité des fonctionnaires. Donc, je viens et puis ma femme me dit, Georges, il ne faut pas dormir, allons voir ta sœur. On va à la maison, on dit qu'elle est déjà partie à l'hôpital à 21h. On va à l'hôpital, elle était assise dans la salle d'accouchement avec Madame Ouedraogo Yvette qui a fait tous ses accouchements, ses derniers accouchements. Et puis bon, qu'est-ce que tu viens foutre ici? C'est pas encore l'heure, truc. J'ai dit non, parce qu'elle aimait montrer qu'elle avait un petit frère grand qu'elle maîtrisait. Donc, j'ai dit non, mais comme on m'a dit que tu étais là, je pensais que tu avais... Non, 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 il faut partir et puis tu reviens vers 11h minuit. Bon. J'ai dit à ma femme, on rentre à la maison. Ma femme m'a dit, non, 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 il ne faut pas rentrer. Si on rentre maintenant, tu vas dormir et si tu dors, si tu ne viens pas aux premières heures de son accouchement, elle va te rentrer dedans encore. Donc, on est parti dans une boîte qui s'appelle l'Harmattan. Parce que je vous disais, je dansais tous les samedis avec ma femme. C'était un samedi. Et à 11h30, minuit, quand j'ai dit à ma femme, dansons ce morceau, et puis on va partir, on a vu rentrer un grand frère Amidou Koné qui est venu. Georges, va vite à l'hôpital, va vite à l'hôpital. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, je dis, mais c'est l'enfant qui est mort. Il dit, je t'ai dit d'aller vite à l'hôpital. Bon, je viens à l'hôpital. Il y avait un silence de mort, et puis il y a une femme qui court se jeter sur moi. Georges, elle est morte, elle est morte. Je dis, mais qui est morte? Claudette est morte. Ah, je dis, c'est pas possible. Je rentre dans la salle d'accouchement, je vois ma soeur coucher. Je prends mes oreilles, je mets entre ses seins, et je sentais, moi je sentais son cœur battre. Je dis, elle n'est pas morte, son cœur bat. On dit, non, non, c'est fini. C'est l'enfant qui vit encore. J'ai dit, il faut chercher le chirurgien. Il était minuit et demi, minuit et demi. Ce n'est qu'à 4 heures du matin qu'on a trouvé le chirurgien qui est venu. Et ça ne bougeait plus, mais j'ai dit, ouvrez le ventre, je veux voir l'enfant. Et on a ouvert le ventre, on a vu que l'enfant, c'était une fille. Et le congélateur que j'ai acheté a servi à mettre l'enfant dedans, pour les enterrer ensemble. Et ça, c'est une douleur que je ne peux pas oublier. Et c'est ce jour où j'ai hérité, à partir de ce jour, que j'ai hérité de 6 gosses. Les voilà. Enfants de votre soeur. Les enfants de ma soeur. Voilà. Monsieur Marchal, c'est un souvenir assez douloureux. Nous vous remercions de l'avoir partagé avec les téléspectateurs, ce n'est pas évident. Hein? Alors, mais la vie n'est pas que triste. Quel est l'événement le plus heureux de votre existence à ce jour? Vous savez, il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup. C'est, vous savez, le jour, il y en a eu 2, mais bon, celui que je retiens, c'est le jour où j'ai rencontré le président du Faso, Blaise Compaoré. Parce que quand j'ai voulu tenir le congrès de l'EFO, pour changer le nom de l'EFO, on m'a dit que ce n'était pas possible. Les Jacques Ouandago, les intellectuels du groupe m'ont dit que ce n'est pas possible, on ne peut pas tenir un congrès. Il a fallu que je demande une audience au président du Faso, Blaise Compaoré, pour lui demander si l'Étoile filante pouvait tenir un congrès. Il m'a dit, il a d'abord éclaté de rire pour ceux qui le connaissent. Mais comment si tu peux tenir ton congrès, tiens-le. Qui te dit qu'on ne peut pas tenir un congrès? Je dis, mais on dit que c'est pas possible, que je ne peux pas tenir un congrès. Il dit, non, c'est faux. Tu peux tenir ton congrès. Quand j'ai tenu le congrès, quand on a eu les pagnes à Faso-Fani, et quand j'ai vu ce monde à la maison du peuple, au siège pour manger, et les gens scandaient Tal Moutaga
a composé un chant ce jour pour ce congrès, pour l'étoile finale, le même Talmoutaga. Bon, les morceaux, j'ai plus tout ça. Moustapha Tombiano a composé un morceau pour ce congrès. Je me suis dit, vraiment, c'est grand. Nous sommes pratiquement au thème de cette émission Leçon de vie, Monsieur Georges Marchal. Quel enseignement ou quel conseil pouvez-vous donner à tous ces jeunes-là qui aspirent à devenir des grands sportifs, à tous ces acteurs également? Nous pensons aux supporters, aux entraîneurs. Quel message avez-vous à prodiguer à ces personnes qui rêvent de briller et de voir rayonner l'histoire du sport du Burkina au-delà des frontières du pays? Le conseil, d'ailleurs, beaucoup le maîtrisent, mais ils ne connaissent pas l'importance de la chose. Vous savez, quand on veut devenir joueur brillant, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire. Et si vous avez de bons dirigeants, ils peuvent vous aider à accomplir ce sacrifice. Ça n'a rien à voir avec déposer des œufs dans un stade non. Égorger un poulet. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Le sacrifice, rentrer tôt, avoir une hygiène de vie saine, se coucher tôt, éviter les femmes à n'importe quel moment. Vous savez que moi, je pourchassais mes joueurs quand il y avait un match. 2 jours avant le match, je surprenais des joueurs avec des filles et puis je chassais les filles. Je l'ai fait, moi. Moi, je l'ai fait. J'ai même surpris des joueurs avec des filles couchées. Je viens, je vous chasse, je chasse la fille. Ça, c'est pour leur bien. C'est vrai que la fille, à cet âge, est indispensable à un homme, mais ce n'est pas à n'importe quel moment. Donc, il faut avoir d'abord une vie saine. Se coucher tôt, bien manger. À l'exemple de Roger Mila qui ont joué la Coupe du Monde à 43 ans. Les dinosaures qui ont joué la Coupe du Monde à 40, 42 ans. C'est possible, mais il faut avoir une vie saine. Si vous n'avez pas une vie saine, vous ne pouvez pas prolonger ou continuer longtemps votre sport. Bon, pour les dirigeants, il ne faudrait pas venir avec une idée, s'enrichir ou en faire un tremplin financier, un tremplin politique. Vous ne pouvez pas réussir. Les supporters, il faut accepter se donner. Accepter de perdre aussi. Accepter. Justement, dans les défaites, on prépare les victoires. Moi, la défaite que le RCK m'a infligée un 31 décembre, je ne me rappelle pas avoir été battu jusqu'à mon départ après par le RCK. Hein. Peut-être la victoire du RCK sur le faux, après ça, c'était un match nul. Monsieur Marchal, merci de nous avoir accordé cet entretien dans les leçons de vie. Nous espérons que les téléspectateurs en tireront les leçons qu'ils veulent. C'est à eux de juger, c'est à eux de se servir de votre expérience pour peut-être construire leur avenir ou peut-être se projeter dans l'avenir. Merci, Monsieur Marchal. Un mot peut-être pour terminer. Mais c'est moi qui vous remercie et vous ne pouvez pas savoir la joie que vous me faites aujourd'hui de m'avoir permis de revenir dans mon passé. Parce que c'est un passé pour moi qui a été dur. Mais si c'est à recommencer, je vous affirme que je recommencerai. Parce que j'ai été heureux pendant tout ce temps-là. Et je vous remercie infiniment pour ça. Merci, M. Marchal. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à BF1 à travers cette émission Leçon de vie. Vous pouvez réagir à travers cette adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Nous prenons congé de vous en vous proposant cette pensée. Dans votre vie, certaines personnes essaieront de mettre des pierres sur votre route. À vous de décider de ce que vous allez en faire. Soit vous prenez ces pierres et vous construisez un pont, soit vous prenez ces pierres et vous érigez un mur. Si vous construisez un pont, vous le traversez et vous continuez votre ascension. Si vous érigez un mur en face de vous, vous vous bloquez. De toutes les façons, le choix vous revient et vous êtes l'architecte de votre vie. À une prochaine fois, à un prochain numéro.